Bonjour à toutes et tous. Donc, du coup, on va pouvoir débuter cette matinale RH animée par le service conseil statutaire. On va aborder avec vous aujourd'hui deux sujets. L'un qui concerne une nouvelle obligation qui incombe aux employeurs d'agents publics depuis le 1er septembre 2023. Le droit à l'information des agents. Donc, on va vous expliquer l'origine de ce droit et comment le mettre en œuvre pour vos agents de droit public. Et on parlera ensuite de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle dont le texte est paru fin octobre et que vous avez la possibilité de mettre en œuvre au bénéfice de vos agents. Donc, je vais tout de suite donner la parole à mon collègue Benoît Chaput qui va vous présenter le droit à l'information. Bonjour, je me présente, Benoît Chaput, je suis conseiller statutaire au centre de gestion. S'agissant de l'obligation d'information des agents publics, c'est un apport du droit communautaire qui a été codifié à l'article L115-7 du Code général de la fonction publique qui dispose que l'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. Sa mise en place est prévue pour tout recrutement aux nominations qui sont intervenues à compter du 1er septembre 2023. Donc, au niveau du plan, on va voir l'origine du plan, l'origine du droit, quels sont les bénéficiaires, qui fait la communication, quand, avec quels éléments et surtout comment. Donc, comme je vous ai dit, c'est un apport du droit communautaire. Donc, le point de départ, c'est un socle européen des droits sociaux qui a été proclamé en novembre 2017 par le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne, et qui prévoit à son principe numéro 7 le droit à l'information. Ça a été puis décliné au niveau d'une directive, donc la directive 2019-1152 du 30 juin 2019, relative aux conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Et celle-ci a été transposée en droit français par la loi du 9 mars 2023, donc à l'article L115-7 du Code général de la fonction publique, mais il y avait des dispositions qui étaient attendues et qui devaient être déclinées dans un décret. Donc le décret a été pris le 30 août 2023 et il se nomme le décret portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. Ce décret définit la liste des éléments à communiquer ainsi que les modalités de communication. Et un arrêté a été pris le même jour, le 30 août 2023, et propose des modèles d'annexes pour les fonctionnaires et pour les agents contractuels. S'agissant des bénéficiaires de ce droit à l'information, donc il y a tout, donc ça s'applique aux agents publics, donc aux fonctionnaires titulaires et stagiaires. Donc, pour toute nomination, donc nomination stagiaire, y compris suite à promotion interne, détachement, intégration, transfert de personnel, mise à disposition, recrutement par voie de mutation. Au niveau des agents contractuels, c'est de droit public, quel que soit le fondement juridique, donc sur emploi permanent, emploi non permanent, quelle que soit la durée du contrat, et en cas de renouvellement, uniquement pour les informations nouvelles. S'agissant des agents de droit privé, donc ils ne sont pas bénéficiaires de ce droit à l'information comme ils ne sont pas agents publics. Néanmoins, il y a des dispositions qui sont prévues au niveau du Code du travail. Donc à l'article L1221-5-1, puis au niveau des articles sur la partie réglementaire de 1221-34 à 1221-41. Et on est au niveau du droit privé, il y a toujours l'attente de modèles d'arrêté. D'un arrêté fixant les modèles, pardon. Au niveau de la personne qui va communiquer, donc c'est l'autorité territoriale qui assure la gestion de l'agent. Il y a deux cas particuliers. Donc pour les agents qui sont mis à disposition, c'est la convention de mise à disposition qui va fixer quelle est l'autorité qui procédera à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et la durée de mise à disposition. Néanmoins, il y aura des informations qui ne seront pas précisées
dans ce droit à la communication parce qu'ils seront indiqués directement dans la convention de mise à disposition. Et pour les agents détachés, c'est l'autorité d'accueil qui sera chargée de communiquer les informations relatives à l'emploi et à la durée de détachement, sauf les informations qui seront également mentionnées dans la décision de détachement. Cette communication, elle est faite à tout recrutement et nomination à partir du 1er septembre 2023. Elle se fait à la prise de fonction de l'agent public ou dans un délai maximal de 7 jours calendaires. Il y a aussi prévu une disposition qui vise à actualiser, qui pourra faire l'actualisation de ce droit à l'information en cas de changement de situation et selon les mêmes modalités de communication initiale. Par contre, il n'y aura pas d'informations complémentaires à faire si le changement résulte uniquement de modifications au niveau de dispositions législatives ou réglementaires initialement communiquées. Et si un agent considère qu'il n'a pas obtenu dans le délai les informations, une ou plusieurs informations, il peut en demander communication à tout moment à son autorité. Néanmoins, le non-respect n'entachera pas le recrutement d'illégalité. S'agissant des informations à communiquer, donc pour les agents fonctionnaires, donc il y a tout d'abord l'autorité territoriale, sa dénomination ainsi que son adresse, le cadre d'emploi et le grade détenu, le ou les lieux d'exercice des fonctions, la date de début de l'exercice et les accords collectifs, les éventuels accords collectifs relatifs aux conditions de travail. Il y a des informations qu'il est possible de faire uniquement des renvois législatifs ou réglementaires, donc en matière de durée et de régime du travail, toutes les règles relatives à l'organisation du temps du travail, dont les heures supplémentaires, les éléments de rémunération, la date de début et la période et la durée du stage, les droits à congés rémunérés, les droits à formation, l'organisme et les dispositifs de protection sociale, ainsi que les procédures et droits en matière de cessation de fonction. Donc, on vous les a repris également en version textuelle, un peu plus détaillée. S'agissant du lieu de fonction, il y a des particularités parce qu'il faut préciser le ou les lieux d'exercice. Et si l'agent n'a pas un lieu fixe, un lieu principal, il faudra mentionner que l'agent exerce sur plusieurs lieux de travail. Pour les agents contractuels, les informations sont à peu près identiques. Donc, il y a toujours l'identité et l'adresse de l'employeur. On ajoute le fondement juridique du contrat. On ne parle pas de cadre d'emploi ou de grade, mais d'emploi occupé et de catégorie hiérarchique. Il faudra préciser la date d'effet du contrat ainsi que la durée si on est sur un contrat à durée déterminée. La période d'essai sera mentionnée avec le début, la durée et la possibilité ou non de renouveler. La rémunération, en comprenant les différents éléments de rémunération, la périodicité et les modalités de versement, le ou les lieux d'exercice des fonctions, les conditions d'emploi, ainsi que les droits et obligations de l'agent. Des informations peuvent être mentionnées soit dans le contrat ou en annexe, et avec des renvois ou non sur des dispositions législatives ou réglementaires, donc les droits à congés rémunérés, les droits à formation, la durée et le régime de travail, les règles relatives à tout ce qui est organisation du travail, dont les heures supplémentaires, les organismes et les dispositions en matière de protection sociale, tout ce qui relève de la cessation des fonctions, ainsi que les éventuels accords collectifs relatifs aux conditions de travail. Comme pour les fonctionnaires, on vous l'a remis également sous forme de liste, avec un peu plus d'avantages étoffés que la version bulle. Donc, s'agissant de la façon de communiquer, donc il y a des modèles qui sont disponibles en annexe de l'arrêté du 30 août 2023, ainsi que des modèles élaborés par nos services. Donc, dans tous les cas, cette communication ne doit pas être faite de façon orale. Elle peut être faite en une ou plusieurs fois par un ou plusieurs écrits remis soit en main propre à l'agent ou alors transmis par voie postale à son domicile. Il est possible de faire une communication par voie électronique d'un ou plusieurs documents sous condition. Donc, l'agent doit pouvoir avoir la faculté d'y avoir accès, de les enregistrer et de les imprimer. Et surtout, l'employeur doit conserver un justificatif de la transmission ainsi que de la réception.
Et si un agent public, donc, si une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées à un agent public recruté après la date du 1er septembre ou autre, il pourra toujours en demander communication à son autorité territoriale, et ce, à tout moment. Ça, donc, au niveau des ressources, on vous a repris les textes législatifs. Les fiches BIP qui sont relatives à ces éléments, donc la communication aux agents publics des informations et règles essentielles au contrat, l'exercice des fonctions pour les titulaires, et pour les contractuels, c'est la fiche BIP, agent contractuel, modalité de recrutement. S'agissant des modèles, donc au niveau des fonctionnaires et stagiaires, donc on a fait une annexe qui s'inspire du modèle d'arrêté, donc qui reprend tout d'abord des informations générales propres aux agents, donc son identifiant, son identification, son adresse, son cadre d'emploi, son grade, les dispositions sur le statut particulier, s'il est à temps non complet, s'il est stagiaire, sa date de début d'exercer des fonctions, et après, s'il est en stage, le lieu d'exercer des fonctions, ou alors s'il exerce ses fonctions en plusieurs sites. Puis après, des éléments sur les durées du travail, son régime de travail, les règles d'organisation. Donc, on fait un rappel général des dispositions législatives et réglementaires applicables qui sont impersonnalisées en fonction de ce qui est mis en œuvre ou non chez vous. Par exemple, le télétravail, les astreintes, les IHTS, les majorations pour heures complémentaires. Et après, on fait une précision sur les règles que la collectivité a édictées en matière de délibération. Donc, on reprend les différentes durées, organisations, les heures complémentaires, les astreintes, le travail à distance et ainsi que le télétravail, donc à personnaliser. Sur la rémunération, c'est un peu plus exhaustif parce qu'on fait à nouveau un rappel des délibérations qui peut être faites en matière de primes et indemnités. On cite le décret qui porte échelonnement indiciaire. Et après, on précise l'indice majoré de l'agent et l'indiciaire, le traitement indiciaire qui lui sera versé à la date de nomination. Et après, il s'agit de personnaliser les différents éléments complémentaires que l'agent peut bénéficier, les primes et indemnités, le SFT et la NBI. Et bien préciser les modalités de versement du salaire, si c'est le salaire est versé mensuellement, et par exemple, certaines primes et indemnités peuvent être versées sur d'autres périodicités. On a un rappel sur les différents droits à congés rémunérés, congé annuel, congé lié à l'arrivée d'un enfant, congé de formation, congé de syndicat, formation syndicale. Sur les droits à formation, on reprend les textes législatifs ainsi qu'une personnalisation au niveau de la politique interne. Si vous avez un règlement de formation, un plan de formation, si vous avez délibéré en matière du CET. En grand 6, c'est les éventuels accords collectifs qui auraient pu être conclus dans la collectivité en matière de conditions de travail. On rappelle à l'agent si sa rémunération est soumise à cotisation sociale, à contribution auprès de la CNRACL si l'agent y est affilié, ou alors s'il relève du régime général, donc auprès de l'IRCANTEC ou de la CPM et de la CARSAT. Il pourra avoir les différents congés pour raison de santé qu'il peut bénéficier, le temps partiel thérapeutique, le CITIS, la protection tout ce qui est congé de proche aidant, ainsi que des éléments sur les éventuelles protections sociales complémentaires que vous avez pu mettre en œuvre en termes de participation employeur, donc à la complémentaire santé, à la prévoyance, et enfin on conclut sur la procédure de cessation des fonctions, avec les cessations qui sont possibles, donc démission, licenciement, réintégration, révocation, admission à la retraite, et les 3 dernières dans le pire des cas. Et surtout, on fait bien signer ce document tant par l'autorité territoriale que par l'agent. Pour les contractuels, on a fait le choix d'insérer ces éléments directement au contrat de travail pour certains éléments et d'autres de les mettre en annexe au contrat. Donc, ils seront sur chaque modèle de contrat. Donc, on a revisé le décret relatif à cette obligation d'information. On a modifié au niveau de l'article 1er l'exercice des fonctions en bien préciser les lieux ou à défaut l'indication d'exercice sur plusieurs fonctions. La période d'essai, on a rajouté la date d'effet qui n'était pas précisée. En cas de renouvellement de période d'essai, il faudra bien préciser les modalités de renouvellement en termes de délai de prévenance et la formalisation de la décision. Il y a eu des modifications sur la rémunération, donc on revise comment la rémunération est définie au niveau des textes législatifs et réglementaires, ainsi que les éventuelles délibérations de la collectivité.
Et comme pour les fonctionnaires, on précise bien l'indice majoré, le traitement indiciaire à la date de recrutement et les éventuels éléments complémentaires de rémunération mis en place dans la collectivité ou que l'agent peut bénéficier, ce qui est satisfait aux conditions d'octroi. Et on lui précise les primes indemnités qu'il pourrait avoir s'il y a et la périodicité qui pourrait être autre que mensuelle. On a inséré un article 11 qui reprécise l'annexe qui est obligatoire au contrat et qui indique quels sont les éléments qui sont précisés dans cette annexe. Et l'article 12 est modifié pour bien préciser qu'il y a l'annexe portant en communication des informations est citée au contrat. Après, les autres annexes, vous les mettez, vous les laissez si l'agent en dispose. Donc, s'agissant de l'annexe, elle reprend les éléments, à peu près les mêmes éléments que pour les fonctionnaires, toujours sur la durée d'emploi, la durée du travail et le renvoi aux dispositions réglementaires et législatives, donc à personnaliser les règles applicables au niveau de la collectivité en matière prévues par délibération. Comment l'agent est concerné en termes de durée, d'organisation du travail, les éventuelles heures complémentaires supplémentaires, s'il a des astreintes, le télétravail. À nouveau, les différents droits à congés rémunérés qu'il peut bénéficier, avec la personnalisation ou non si vous avez défini les règles de fonctionnement et d'utilisation du CET, les droits liés les droits à congés rémunérés en cas d'arrivée d'un enfant, les droits à formation avec la personnalisation au niveau de si vous avez défini votre politique de formation par le règlement, un plan de formation ou la délivrance du CET, les éventuels accords collectifs, la protection sociale, donc en matière de droit à maladie, donc congé pour raison de santé, proche aidant, congé des dents, ainsi que les éléments sur la protection sociale complémentaire et enfin les modalités de fin, qui sont également rappelés dans le contrat de travail. Et idem, ce document est signé par l'agent et signé par l'autorité territoriale. Donc, les modèles de contrat sont en cours de finalisation et seront remis à disposition dans le logiciel Agir. Et au niveau de l'annexe pour les fonctionnaires, on le mettra directement sur le site internet du centre de gestion ainsi que le diaporama. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, ce droit à l'information qui est issu du droit européen, il est là pour permettre à l'agent en fait de savoir dans quelles conditions il exerce ses fonctions. Alors, quelles conditions, à la fois le cadre juridique statutaire prévu par les textes, et la partie sur laquelle vous pouvez vous permettre de renvoyer uniquement aux dispositions législatives et réglementaires pour qu'il puisse aller chercher l'information, et également dans quelles conditions il exerce ses fonctions au sein de votre collectivité. Et là, c'est toutes les règles que vous avez adaptées en interne, notamment sur tous les sujets relatifs à l'organisation du travail au sein de votre collectivité. Ce droit, on vous l'a dit, s'applique pour les nominations et recrutements intervenus à partir du 1er septembre 2023. Pour les agents qui étaient auparavant en poste dans votre collectivité, ils sont susceptibles à tout moment de revenir vers vous pour avoir également communication de ces éléments. Donc, il faudra aussi, le cas échéant, si un agent qui était là en amont vous sollicite, que vous soyez en mesure de lui apporter les mêmes informations que pour les agents que vous recrutez aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions du coup sur la mise en œuvre de ce droit ? On a essayé de vous faciliter au maximum la mise en œuvre en adaptant les modèles qui sont mis à votre disposition, à la fois dans la partie contractuelle et dans l'annexe pour les fonctionnaires. Mais ayez bien en tête que voilà, c'est une nouvelle obligation à mettre en œuvre. Si jamais ce n'est pas fait, ça n'entache pas d'illégalité votre recrutement, mais l'agent est en droit d'avoir accès à l'ensemble de ces informations. Alors, il n'y a pas de délibération ou de passage en CST du droit à l'information en lui-même. Après, dans les informations que vous communiquez, il y a un certain nombre de vos délibérations qui, elles, auront fait l'objet d'un passage en CST. Ça me permet également de vous dire que si vous visez vos délibérations dans les différentes annexes, que moi, je vous conseille de faire en termes d'information de l'agent,
il faudra bien penser à assurer une nouvelle communication quand vous allez changer l'une de ces délibérations. Je vous prends un exemple. Vous avez mis en place le CET dans votre collectivité. Vous redélibérez pour prévoir aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, la monétisation des jours déposés sur le CET. Il faudra bien penser à informer vos agents que la délibération a été adaptée et les informer du changement. Vous pouvez bien entendu utiliser les modèles qui sont à votre disposition pour informer les agents qui sont déjà en poste. Étant entendu que vous avez pu le voir, les modèles doivent être individualisés pour chaque agent. Donc, ça veut dire bien faire une communication individuelle à chaque agent avec les éléments qui le concernent, notamment sur la première partie, son grade, son cadre d'emploi, sa catégorie hiérarchique ou autre. En cas de renouvellement de contrat, alors soit vous utilisez du coup nos modèles pour faire vos contrats et dans tous les cas, ben, les éléments sont inclus dedans. Si vous étiez sur un renouvellement de contrat d'un agent sur lequel vous êtes juste sur un renouvellement sans autre changement, vous auriez juste à lui faire son nouveau contrat s'il n'y a pas de changement sur les éléments qui sont en annexe du contrat. Ce qu'il faut que vous preniez en compte en fait au moment où vous faites un renouvellement de contrat, c'est est-ce qu'il y a ou non des changements dans les conditions d'emploi de l'agent. Si votre changement dans les conditions d'emploi, c'est la durée du contrat ou sa quotité de travail, bah, dans tous les cas, l'information, elle est déjà contenue dans le nouveau contrat que vous allez lui proposer. Ça veut dire que vous n'avez pas nécessité de faire autre chose que de lui faire signer le nouveau contrat. Le document en annexe, en fait, ce qu'on a essayé de vous mettre en avant sur la partie, est-ce que tu peux revenir sur la diapo sur les contractuels? Sur les contractuels, on a une petite spécificité puisqu'on avait eu en fait quelque part une sorte de première transposition du droit à l'information avec la mention d'un certain nombre d'informations qui doivent aujourd'hui nécessairement apparaître dans votre contrat. Donc, dans tous les cas, quand vous faites un contrat, qu'il s'agisse d'un contrat initial ou d'un contrat que vous renouvelez, toutes les parties qui sont à gauche à l'écran, là, sont des mentions obligatoires de votre contrat aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, elles doivent figurer. Dans ce qui est à droite, vous avez des éléments qui sont des éléments qui peuvent être en annexe du contrat, mais qui doivent être communiqués à l'agent et qui ne sont pas, du coup, elles, nécessairement mentionnées dans le contrat. Donc, si on prend une situation de renouvellement de contrat, si rien de la partie de droite n'évolue, vous pouvez vous contenter de fournir juste le contrat. Alors, est-ce qu'il y a une information pour les élus? Alors, une information en tant que telle, pas nécessairement. Par contre, il y aura dans la prochaine lettre d'information du centre de gestion à paraître en janvier, un article qui reprendra les éléments qu'on a évoqués ce matin, donc qui fera état de cette nouvelle obligation. Oui, mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des contrats, quel que soit le fondement juridique, quelle que soit la durée du contrat, sont soumis à cette obligation. Donc, y compris les contrats sur des emplois non permanents pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, y compris un contrat pour remplacement d'un agent momentanément indisponible qui n'aurait qu'une durée d'une semaine, l'ensemble des recrutements d'agents publics sont concernés par cette nouvelle obligation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Du coup, je vous propose qu'on passe au second sujet sur la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle et je laisse la parole à ma collègue Frédéric. Moi, si tu veux
continuer, plus de continue. Donc, bonjour, Frédéric Denis-André, conseil statutaire. Donc, autre sujet, prime pouvoir d'achat exceptionnel. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez un peu plus entendu parler. Alors, la prime de pouvoir d'achat exceptionnel, c'est donc une prime qui a été instaurée pour soutenir le pouvoir d'achat des agents. Elle est basée sur la rémunération brute qu'a pu percevoir l'agent qui est éligible sur une période de référence qui va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc, cette prime, elle est, comme son nom l'indique, exceptionnelle. Elle a vocation à être versée là, cette année, jusqu'au 30 juin 2024. Et elle n'a rien à voir avec le régime indemnitaire en tant que tel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à la manière de servir des agents. Donc, son montant ne peut pas être modulé en fonction justement de critères qui seraient liés à la manière de servir de l'agent. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout un outil de management pour distinguer en fait les agents. Donc, on ne va pas prendre en compte des absences ou au contraire le présentéisme. On va vraiment avoir une égalité de traitement entre les agents puisque ce qui va être pris en compte, c'est la rémunération perçue par les agents. Alors, au niveau des modalités de mise en œuvre, la prime est facultative. Donc, la collectivité décide ou pas de mettre en place cette prime de pouvoir d'achat. Si elle décide de la mettre en place, il va falloir d'abord un avis préalable du comité social territorial, donc le CST. Pour information, pour ceux qui sont rattachés au centre de gestion, on vous a remis la date du prochain CST, donc le 13 février 2024. Avec une date de réception des dossiers qui est fixée au 5 janvier. Une fois que votre projet a été soumis à l'avis du CST et qu'il a reçu un avis, vous pouvez donc délibérer et ensuite seulement vous pourrez prendre les arrêtés individuels d'attribution de l'agent. Alors au niveau des bénéficiaires, sont concernés donc tous les agents publics de la fonction publique territoriale, stagiaires, titulaires et contractuels. On a aussi les assistants maternels et assistants familiaux. Et pour les agents publics détachés de la fonction publique d'État ou de la fonction publique hospitalière, ils sont concernés aussi. Et pour vérifier la condition d'ancienneté, on prendra bien la condition d'ancienneté sur l'ensemble de la fonction publique. Ne sont pas concernés donc les agents contractuels de droit privé, donc vos contrats d'apprentissage, vos contrats parcours emploi compétences. Les vacataires, donc pour rappel, les vacataires, ce sont des personnes qui sont engagées afin de réaliser une tâche bien précise, ponctuelle et limitée dans le temps, donc en vue de réaliser un acte déterminé. Eux, ils sont rémunérés à l'acte, donc ils ne sont pas concernés par la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle. Les élèves et étudiants que vous pouvez aussi avoir ne sont pas concernés lorsqu'ils sont liés par une convention de stage. Les volontaires du service civique non plus. Et tous les collaborateurs et collaboratrices occasionnels du service public. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, mais on va peut-être y revenir après parce qu'on va vous donner un peu le détail. Alors, au niveau du versement, la prime est versée par la collectivité qui emploie l'agent et qui rémunère l'agent au 30 juin 2023. Et si l'agent a plusieurs employeurs, la prime sera versée par chacun de ses employeurs qui le rémunère et qui l'emploie au 30 juin 2023. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la prime pourra être versée jusqu'au 30 juin 2024 en une ou plusieurs fractions. Cette prime est soumise donc aux cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Elle est cumulable avec les autres primes et indemnités que peut percevoir l'agent, sauf la prime de pouvoir d'achat exceptionnel qui peut concerner certains agents publics de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les militaires. Alors, au niveau des conditions d'attribution, une des premières conditions, c'est d'avoir été nommé ou recruté avant le 1er janvier 2023 par un employeur public. Donc ça, c'est la première condition que vous allez vérifier. La deuxième, donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, cette prime, elle est liée à la rémunération brute que peut percevoir l'agent. Donc, pour pouvoir prétendre à cette prime, il faut avoir perçu une rémunération brute qui est inférieure ou égale à 39 000 €
au titre d'une période d'1 an qui va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Et la dernière condition, c'est qu'il faut être employé et rémunéré par un ou plusieurs employeurs publics au 30 juin 2023. Donc, vous aurez sans doute le cas d'agents qui sont partis après le 30 juin 2023, mais s'ils remplissaient l'ensemble de ces conditions, ils ont droit au versement de la prime. Au niveau de la rémunération brute à prendre en compte, donc on a dit que sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, on va regarder si la rémunération brute est inférieure ou égale à 39 000 €. Cette rémunération brute, donc c'est la rémunération qui est versée et qui entre dans l'assiette de contribution sociale généralisée. On vous a donné ce qui est entré en compte dans cette rémunération, donc le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire, le supplément familial de traitement, tout ce qui va être régime indemnitaire, et notamment le RIFSEP, la participation employeur à la protection sociale, les avantages en nature. On a mis quand même, on a ouvert quand même au cas où il y a des petits cas particuliers, mais en gros, ce sont ces éléments-là. Par contre, ne sont pas pris en compte les agents qui ont pu percevoir la garantie individuelle de pouvoir d'achat, les agents qui ont pu avoir une indemnisation de leurs heures complémentaires ou leurs heures supplémentaires avec un plafond, et la participation de l'employeur à un abonnement de transport public ou un service public de location de vélo, ainsi que le forfait mobilité. Vous avez la liste de ce qui est pris en compte et ce qui ne l'est pas. Il y aura une petite chose à vérifier si jamais vous avez été concerné par des régularisations de paye. Donc, du coup, on va regarder si le fait générateur de cette régule a lieu au cours de la période de référence, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc, on vous a mis un exemple. Si vous faites une régularisation, par exemple, de versement de l'IFSE, une des composantes du RIFSEP au mois de mai 2022, ce qu'on va appeler le fait générateur, que vous le faites au cours de la paye de septembre 2022, ça ne sera pas pris en compte. Au contraire, si vous faites un rappel du versement d'une indemnité d'astreinte pour le mois de février 2023, au cours de la paye du mois de juillet 2023, là, ça sera bien pris en compte dans la rémunération brute à prendre en compte pour voir si l'agent est éligible à la prime ou pas. Alors, il y a des petites choses aussi à vérifier pour chacun de vos agents lorsqu'ils sont concernés par un travail, par exemple, à temps non complet ou à temps partiel. On ne va pas reconstituer la rémunération sur la base d'un temps plein. On va bien regarder la rémunération qui sera perçue par l'agent. Au niveau des agents qui ne seraient pas rémunérés sur la totalité de la période de référence. Donc, c'est la collectivité qui rémunère l'agent au 30 juin qui va calculer sa rémunération brute de référence et qui va la ramener sur 12 mois. Donc, ça se calcule de la manière suivante. On prend la rémunération brute qui est perçue par l'agent au 30 juin. On va diviser ça par le nombre de mois pendant lesquels il a perçu une rémunération et on multiplie par 12. Ça va constituer juste la rémunération brute à prendre en compte. Il est précisé que pour les agents qui sont arrivés en cours de mois, on prend en compte le mois entier sur la période de référence. On vous a mis un exemple du coup, un agent qui sera recruté le 15 juin 2022, il a perçu 21 000 € bruts. Il a travaillé 11 mois sur la période de référence puisqu'on prend le mois d'août pour un mois complet. Donc, sa rémunération brute, 21 000 € divisé par ses 11 mois de présence, ramené sur 12 mois, ça nous fera une rémunération brute à prendre en compte de 22 910 €. Ensuite, pour l'agent qui aurait fait l'objet de retenue sur sa rémunération ou qui aurait été placé en congé maladie. Là encore, on va prendre la rémunération qui aura été effectivement perçue. Donc, s'il y a eu du jour de carence, demi-traitement, on ne va pas reconstituer sa rémunération pour correspondre à un plan de traitement. On regarde vraiment ce que l'agent a perçu. Au niveau de l'ancienneté à prendre en compte pour voir si vos agents sont éligibles ou pas. Donc, l'une des premières conditions, c'est d'avoir été nommé ou recruté avant le 1er janvier 2023. Et ça, il faut le coupler avec le fait d'être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023. La première condition, donc être recruté avant le 1er janvier 2023, elle peut prendre en compte un ou plusieurs employeurs publics. Donc, si l'agent remplit la condition auprès d'un employeur public, il est réputé remplir la condition pour l'ensemble de ses employeurs. Donc, on vous a donné des exemples.
un agent qui a intégré la fonction publique donc le 2 février 2023 et qui est toujours en poste le 30 juin, il n'est pas éligible puisqu'il n'a pas été recruté avant le 1er janvier 2023. Un autre exemple, un agent qui a intégré la fonction publique le 16 décembre 2022, qui a occupé un premier emploi du 16 décembre 2022 au 30 mars 2023, puis un second emploi du 1er mai 2023 au 1er juillet 2023, il est bien éligible à la prime de pouvoir d'achat puisqu'il était recruté avant le 1er janvier 2023 sur une collectivité et qu'il occupe toujours un emploi et qu'il est toujours rémunéré au 30 juin 2023. Dernier exemple, un agent qui a été recruté dans une collectivité A au 15 novembre 2022 et qui cumule un autre emploi public dans une collectivité B depuis le 1er mars 2023. Il est bien toujours employé et rémunéré au 30 juin 2023. Il est donc bien éligible à la prime de pouvoir d'achat. Alors, le tableau suivant, c'est le tableau qui est fixé du coup par le décret, qui vient expliquer en fait le montant de la prime par rapport aux tranches de rémunération perçues par les agents. En fait. Donc, il y a un plafond réglementaire qui est fixé par tranche. Donc, vous voyez, ça va de 300 € à 800 € en fonction d'une tranche de rémunération, sachant que ces tranches, elles sont non modifiables, puisqu'elles sont bien fixées par le texte, et qu'on ne peut pas fixer un montant de prime de pouvoir d'achat qui serait unique pour l'ensemble de vos agents. Ça viendrait dénaturer cette prime puisqu'elle est là pour venir soutenir le pouvoir d'achat des agents en fonction des rémunérations qu'ils ont pu percevoir. Et ce serait contraire au principe de parité avec la fonction publique d'État. Donc ça, c'est le tableau qui est prévu. Après, dans vos délibérations, on verra dans le modèle, vous ne pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre les tranches qui concernent vos agents. Vous n'êtes pas obligé de reprendre l'ensemble du tableau si toutes vos tranches ne sont pas concernées. On le verra avec le modèle après, qui est aussi en ligne sur le site internet. Donc, pour déterminer le montant de la prime, il y a une petite règle aussi à savoir, c'est que le montant de la prime, il va être réduit à proportion de la quotité de travail de l'agent. Donc, c'est là qu'on va venir prendre en compte le fait que l'agent peut exercer ses fonctions à temps non complet ou à temps partiel. Et on va venir prendre en compte aussi si, sur la période de référence, donc du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, l'agent n'a pas été employé sur la totalité de la période. Et il est encore rappelé que pour les agents qui arrivent en cours de mois, on comptabilise le mois entier. Donc, on vous a fait une série d'exemples. Donc, on n'a pas de changement de temps de travail et l'agent, il est employé et rémunéré sur toute la période de référence. L'agent a été recruté à compter du 1er janvier 2022. Donc, le premier agent, il est à temps non complet. Il occupe un poste à 28,35e et il peut prétendre, en fonction de sa tranche de rémunération, à une prime de pouvoir d'achat de 800 €. Et bien, on va venir proratiser ce montant de prime de pouvoir d'achat par rapport à sa quotidien de travail. Donc, 28,35e de 800 €, ce qui lui fera une prime de 640 €. Pour un agent qui exerce ses fonctions à temps partiel, donc à 80%, vous savez que pour le 80%, au niveau de la rémunération, c'est 6/7. Donc, il est éligible à une prime de pouvoir d'achat de 800 €. 800 € par 6/7, il pourra bénéficier d'une prime de 685,71 €. Un agent qui exerce ses fonctions à temps non complet et qui a pris une période de disponibilité sur la période de référence. Donc, ça lui fait une période où il n'est pas rémunéré. Il est lui aussi éligible à une prime de pouvoir d'achat de 800 €. Donc, comme dans le premier exemple, on va venir proratiser son montant de prime 800 € par 28,35e. Et on va aussi réduire à proportion de sa durée d'emploi. Donc, il a travaillé 6 mois. Donc, en 6/12e, il sera éligible à une prime de 320 €. Donc, si un agent, on vous a donné un dernier exemple, est recruté au cours du mois de décembre 2022, il exerce ses fonctions à temps non complet, donc sur un poste à 30,35e, et il est éligible à une prime de pouvoir d'achat de 800 €. Donc, le montant de prime de 800 € est proratisé par rapport à 30,35e et par rapport à sa durée de mois d'emploi, donc 7/12e, puisqu'on vient prendre en compte le mois de décembre en entier, ce qui lui fait une prime de 400 €. Alors, le cas d'employeurs successifs. Donc, on vous rappelle la condition. L'agent doit être recruté avant le 1er janvier 2023. Cette condition, en fait, elle peut être remplie auprès d'un seul employeur. Si elle est remplie auprès d'un seul employeur,
du coup, elle est remplie aussi pour l'ensemble des employeurs de l'agent. Pour la rémunération brute qu'on va prendre en compte, c'est la rémunération qui est versée par l'employeur qui rémunère l'agent au 30 juin 2023. Et c'est cet employeur-là qui va reconstituer la base de rémunération sur 12 mois. Elle va tenir compte de tous les emplois rémunérés pour la période de référence. Elle sera versée, donc la prime, par l'employeur qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin. Et pour calculer le montant de la prime, comme on vient de le voir, elle va être proratisée en fonction de la quotité de temps de travail dans le dernier emploi. Si en plus l'agent a changé plusieurs fois de temps de travail, on va en plus prendre la moyenne du changement de temps de travail de cet agent. Et on va regarder la durée d'emploi cumulée auprès des différents employeurs publics pendant la période de référence. On vous a mis des exemples, parce que comme ça, alors, un agent qui est recruté du 1er janvier au 31 décembre 2022 par une collectivité A à temps plein. Ensuite, il est dans une collectivité du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, donc collectivité B, et là, il est à temps non complet 28,35e. Il a perçu une rémunération brute de 6 000 € pour la collectivité B, puisque là, c'est ce qu'on prend en référence, puisque c'est la collectivité B qui l'emploie et qui le rémunère au 30 juin. Alors, la condition d'emploi avant le 1er janvier 2023, elle est réputée remplie pour la collectivité A, donc on considère qu'elle l'est aussi pour la collectivité B. Sa durée d'emploi cumulée sur la période de référence, donc du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, c'est 10 mois. Alors, la rémunération brute qu'on va prendre en référence. On a dit qu'il avait perçu 6 000 € pour la collectivité B. Dans cette collectivité B, il a été employé 4 mois, donc de mars à décembre. Donc, dans une bêtise de 4 mois. Et donc, 4 mois sur 12, on ramène ça à 12 mois, ça lui fait une rémunération brute de 18 000 €. Il va être donc éligible à une prime de pouvoir d'achat en fonction des tranches du tableau à 800 €. Dans cette collectivité B, il exerce ses fonctions sur un poste à 28,35e. Donc, on va venir proratiser son montant de prime 800 € à 28,35e. Et ensuite, on va prendre la durée d'emploi sur la période de référence. Donc, les deux collectivités cumulées, il aura une durée d'emploi de 10 mois. Donc, on va venir rajouter cette proratisation-là, ce qui fait qu'il pourra prétendre une prime de 533,33 €. Donc, double proratisation, on va dire, temps de travail et durée d'emploi sur la période de référence. Là, c'est le cas d'un agent qui a plusieurs employeurs publics. Donc, toujours, on vous rappelle la condition d'emploi avant le 1er janvier 2023, pareil, qui est dès l'instant où l'agent remplit les conditions pour un employeur, il remplit l'ensemble des conditions. Donc, quand un agent a plusieurs employeurs, la prime est versée par chaque collectivité qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin. Et chaque collectivité va venir calculer de manière indépendante la rémunération brute à prendre en compte et le montant de la prime à verser. Donc, on vous donne l'exemple, l'agent pour la collectivité A, c'est la collectivité A qui va venir prendre en compte la rémunération brute, qui va regarder la durée d'emploi rémunérée sur sa collectivité et qui va proratiser en fonction le temps de travail et la durée d'emploi au montant de la prime. Et pareil, dans la collectivité B, elle va s'occuper de ce qui se passe dans sa collectivité pour verser la prime. On vous a mis un exemple aussi. Donc, un agent qui est employé depuis le 1er octobre 2022 par une collectivité A à temps non complet à 20,35e et depuis le 1er janvier 2023 par la collectivité B à 18,35e. Donc, est-ce qu'il remplit la condition avant le 1er janvier 2023? Oui, par la collectivité A. Donc, on considère qu'il remplit les conditions dans ces deux collectivités. La rémunération brute qui est perçue sur la période de référence et le montant de la prime. Donc, détail, en fait, comment on va le calculer. Pour la collectivité A, il a perçu 19 800 € sur 9 mois. Donc, du coup, on va proratiser cette rémunération de référence en 9/12e, ce qui, pour la reconstituer en fait sur les 12 mois, ça va représenter 26 400 €. Il est éligible, suivant le tableau, à une prime de 700 €. On va la proratiser puisqu'il n'exerce pas ses fonctions à temps plein. Donc, c'est 700 € par 20,35e, puisqu'il occupe un poste à 20,35e. Et sur les 9 mois où il a travaillé, ça va lui faire 300 € à verser par la collectivité A. Même principe pour la collectivité B, donc 7 000 € sur 6 mois. Donc, on reconstitue
sur la période de référence, ça lui fait une rémunération à 14 000 €. Il est éligible à une prime de 800 €. Donc, comme il exerce ses fonctions à 18/35e, on va venir proratiser donc, ces 800 € par 18/35e. Et sa durée d'emploi de 6 mois, ça lui fait une prime de 205 €. Et là, subtilité, c'est qu'on s'aperçoit que l'agent, en fait, avait des rémunérations brutes cumulées supérieures à 39 000 €. On était à un total de 40 400 €. Mais comme il est bien précisé que c'est chaque collectivité indépendamment, il sera éligible à la prime dans chacune de ces collectivités. On vous a fait le cas aussi d'un agent qui aurait eu une modification de son temps de travail sur la période de référence. Donc là, on vient nous dire qu'il faut faire un calcul d'une quotité moyenne de temps de travail sur la période de référence. Et en cas d'employeur successif, c'est au dernier employeur de déterminer la quotité moyenne de travail. Donc, petit exemple, dans la collectivité A, l'agent a travaillé du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 sur un poste à 20/35e. Et dans la collectivité B, du 1er février 2023 au 30 mars sur un poste à 28/35e, puis un poste à temps plein. Dans cette collectivité B, rémunération brute de 10 000 € sur la période de référence, donc du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. La condition d'emploi avant le 1er janvier 2023, elle est remplie par la collectivité A, donc pour l'ensemble de ces collectivités. Sa durée d'emploi sur la période de référence, entre ces deux collectivités, la durée d'emploi de 10 mois. On va venir faire une moyenne de temps de travail dans le dernier emploi, puisque l'employeur B, il a changé de temps de travail. Donc, il avait d'abord un emploi à 28 heures, puis un emploi à temps plein. Donc, 28/35e sur les 2 mois, puis 3 mois à temps plein, ce qui va faire une quotité moyenne de 32,2. La rémunération brute de référence, donc c'est la collectivité B, 10 000 €, on va proratiser par rapport, enfin, qu'on va ramener à un temps plein, pas un temps plein, excusez-moi, qu'on va ramener sur une période de référence d'1 an, donc 24 000 €. Ça le fait que sur le tableau, il va être éligible à une prime de 700 €. Et le montant de cette prime va être proratisé par rapport à la durée moyenne de temps de travail qu'on a calculé au-dessus, donc en 32,2 sur 35. Et on va regarder la durée d'emploi qu'il a eu sur la période de référence d'1 an, donc 10 mois, en cumulant collectivité A et B. Donc ça va lui faire une prime de 536,67 € qui sera versée par la collectivité B, employeur au 30 juin. Je pense que je vous ai peut-être un peu perdu, mais on va faire celle-ci après. On va regarder vos questions. Du coup, à partir de vos questions, je remercie mes collègues qui ont fait un gros travail de pédagogie sur ces deux dispositifs. On va reprendre les questions du coup dans l'ordre de leur arrivée. Donc la première question concernait la situation d'agent en congé de longue maladie. Comme Frédéric a pu l'évoquer, on ne reconstitue pas le traitement d'un agent. Donc, on prend la réalité de ce qu'il a perçu. Donc, un agent en congé longue maladie, à plein traitement, on prend son plein traitement. S'il était à demi-traitement, on va regarder le demi-traitement qui lui a été versé. Il n'y a aucune reconstitution de rémunération. Sur la question concernant les agents qui ont changé de collectivité, vous avez pu le voir au travers des exemples. Donc, un agent qui est parti depuis le 30 juin 2023, c'est bien à l'employeur il avait au 30 juin 2023 de procéder au versement de la prime. Et sinon, après, en fonction des situations de changement d'employeur et de date, vous procédez aux calculs qui ont été exposés dans les exemples. Il y avait ensuite une question sur un agent chargé de mission qui est contractuel et qui en cumule l'emploi-retraite. Ce qu'on va regarder, c'est la nature de l'engagement de l'agent. Un agent qui est en contrat, donc qui remplit les conditions pour bénéficier d'un contrat de droit public et qui a un contrat, est éligible, y compris si c'est quelqu'un qui, par ailleurs, est déjà retraité. Il y avait ensuite une question sur les agents en congé de maladie ordinaire et donc à demi-traitement. Là encore, il n'y a pas de reconstitution du traitement. S'il y a des périodes de demi-traitement, c'est le demi-traitement versé à l'agent qui est pris en compte pour le calcul de la rémunération. Pour la question de l'agent qui est en disponibilité sur a priori la totalité de la période, compte tenu de la technicité du sujet, je vous propose de ne pas l'aborder là.
et que vous contactiez le service conseil statutaire en aparté, parce que ça va dépendre de la nature de la disponibilité, de ce qu'a perçu l'agent et autres. Et c'est un peu technique. Je ne voudrais pas perdre tout le monde avec ces explications-là. Il y avait ensuite une question sur la possibilité de moduler la prime pour les agents sur un agent à 35 heures. Donc, Frédéric vous l'a expliqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux remettre le tableau dans les dispositions réglementaires, en fait, donc vous avez un tableau qui vous détermine des tranches de rémunération perçues sur la période de référent. Ces tranches de rémunération, vous n'avez aucune marge de manœuvre dans leur définition. Elles doivent être reprises telles quelles dans vos délibérations. Sur la partie montant, les montants que vous avez à gauche sont les montants plafond par tranche de rémunération pour un agent à temps complet. Vous pouvez fixer des montants inférieurs pour les tranches de rémunération. Par contre, vous ne pouvez pas, pour des agents qui seraient dans la même tranche de rémunération, par exemple, on va prendre vos agents qui seraient dans la tranche inférieure ou égale à 23 700 €. Imaginez que vous ayez fixé un plafond inférieur de 700 €. Tous vos agents qui rentrent dans cette tranche et qui sont à temps complet doivent percevoir 700 €. Vous ne pouvez pas avoir de modulation individuelle entre vos agents, autres que des éléments qui tiennent à la durée d'emploi ou à la quantité de travail. On l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est une indemnité qui vient compenser des pertes de pouvoir d'achat et qui n'est pas un levier de management RH, donc qui n'a pas vocation à servir à faire des écarts de traitement entre des agents qui remplissent des conditions identiques. Ensuite, il y a une question sur la quantité de travail sur un agent qui est en mi-temps thérapeutique. Alors, la quantité de travail de l'agent, là, il y a une petite spécificité puisque quand on est en temps partiel thérapeutique, un agent, il est sur une quantité de travail qui est réduite, mais il perçoit la totalité de sa rémunération. Comme on regarde sur le temps partiel la quantité de rémunération de l'agent, la position, c'est plutôt de vous dire qu'un agent qui a temps partiel doit pouvoir prétendre, du coup, à la même base que sa rémunération, donc 100% de la prime de pouvoir d'achat à laquelle il serait éligible. Ensuite, on a une question sur un agent qui a été recruté donc à compter du 12 mars 2023 et qui était au préalable dans une autre collectivité. Donc, comme on vous l'a montré effectivement dans le cas, pour calculer sa rémunération brute de référence, vous allez prendre la rémunération perçue au sein de votre collectivité. Donc, on a mars, avril, mai, juin, donc on a 4 mois. Donc, vous faites bien effectivement votre calcul sur la base de la rémunération brute perçue sur ces 4 mois et que vous remultipliez ensuite par 12 pour déterminer votre rémunération de référence, sous réserve, bien entendu, que l'agent remplisse la condition d'avoir été agent public avant le 1er janvier 2023. Ce qui, a priori, semble être le cas, puisque vous indiquez qu'il était au préalable dans une autre collectivité. Ensuite, une question sur la situation rémunérée au 30 juin 2023. Alors, je ne sais pas si on peut résumer au fait qu'on prend la situation rémunérée au 30 juin 2023. En tout cas, cette rémunération de juin, enfin, il faut que l'agent ait été obligatoirement rémunéré en juin 2023 pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette prime, puisque c'est une de nos 3 conditions cumulatives d'avoir été rémunéré en juin 2023. Un agent contractuel recruté le 1er janvier 2023 est toujours en poste, est-il éligible? Alors, il va remplir une des conditions qui est celle d'avoir été agent public avant le 1er janvier 2023. Une autre, il est recruté. Alors, s'il est recruté le 1er janvier et qu'il n'avait pas d'autre contrat, non, il ne remplit pas les conditions puisqu'il faut avoir été
agent public avant le 1er janvier 2023. Donc, s'il a été recruté chez vous, il n'était pas employé par un employeur public auparavant, il ne remplira pas la condition. Alors, je lis la question d'après qui est un peu longue. Donc, on a un agent qui était auparavant contractuel de droit public, qui est devenu fonctionnaire et qui, en plus, a dorénavant 2 employeurs, avec une période de battement entre les deux. Alors, sans avoir de notion de date ou autre dans votre question, on ne va pas pouvoir vous répondre comme ça, mais par contre, on peut tout à fait vous aider à faire le calcul. Donc, on vous invite à écrire au service conseil statutaire pour qu'on puisse voilà, vous accompagner dans la prise en compte de cette situation un peu spécifique. Alors, sur la question de la réduction des tranches, oui, vous pouvez fixer des montants plafonds inférieurs aux montants réglementaires et ils peuvent être effectivement tous réduits de 50%. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait un montant unique pour toutes les tranches parce que ça irait à l'encontre de l'esprit du dispositif. Par contre, vous pouvez appliquer le montant de votre choix sur les tranches sous réserve de garder ce caractère dégressif en fonction des tranches de rémunération. Vous pouvez en effet être amené à verser la prime de pouvoir d'achat si vous l'instaurez pour des agents qui auraient quitté votre collectivité depuis le 30 juin. Et auquel cas, si vous êtes amené à la verser, alors on ne l'a pas dit dans la présentation, mais elle est soumise du coup, la prime de pouvoir d'achat à cotisation et à impôt. Donc auquel cas, s'il y a versement, vous allez être amené effectivement à établir une fiche de paye a posteriori pour procéder à ce versement. J'ai la précision du coup pour l'agent qui a été recruté au 1er janvier 2023. A priori, il n'avait pas d'employeur public auparavant. Donc, de fait, il n'est pas éligible puisqu'il ne remplit pas l'une des 3 conditions cumulatives pour bénéficier du dispositif. Alors, quelles pièces fournir pour le dossier auprès du CST? Pour le dossier auprès du CST, ce que vous allez présenter, c'est votre projet de délibération. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse de répondre aux questions et on vous montrera le modèle de délibération qui est à votre disposition sur le site Internet. La rémunération brute perçue sur la période qui doit être prise en compte pour un agent à temps complet est-elle la rémunération effective? Elle ne doit pas être amenée à un temps complet. Non, c'est ce qu'on vous indiquait tout à l'heure. On va prendre la rémunération réelle de l'agent. Donc, pour un agent à temps complet ou pour un agent qui exerce ses fonctions à temps partiel, on prend en compte la rémunération réellement perçue sur la période de référence. On ne fait pas de rétablissement en équivalent temps complet. Là encore, c'est la finalité même du dispositif qui vient regarder la perte de pouvoir d'achat, ou en tout cas qui vient chercher à valoriser une augmentation de pouvoir d'achat pour l'agent. Donc, on ne regarde pas le lien entre la rémunération et la quantité de travail, mais on regarde bien uniquement le montant de rémunération de l'agent. Si on change le montant des plafonds, on diminue le montant de la prime. Bah, forcément, si vous fixez des montants inférieur au plafond réglementaire, le montant de la prime perçue par votre agent sera inférieur au plafond réglementaire. Oui, du solde de compte si l'agent est parti. Alors, c'est une bonne question. À partir du moment où vous allez établir un nouveau versement, il faudra actualiser votre solde de tout compte avec le montant perçu au titre de cette prime. Un agent en retraite au 1er septembre 2022 est donc concerné. Alors, est-ce que c'est 1er septembre 2022 ou 1er septembre 2023? Si c'est septembre 2022, l'agent, il est par nature pas concerné. Et si c'est septembre 2023, il l'est, bien entendu. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient dans la conversation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? D'autres points qu'on n'a pas abordés
et qui vous semble intéressant? Non? Je vous propose du coup qu'on puisse vous montrer le modèle de délibération qui est à votre disposition. Le support vous sera comme d'habitude envoyé, donc ça vous permettra de retrouver tous les exemples qui vous ont été présentés au cours de la présentation. Donc les supports sont différents disponibles sur. Donc, on les a rendus disponibles sur notre site internet. Donc, du coup, sur la page d'accueil, il faut aller sur l'onglet grisé Appui conseil, puis Conseil statutaire. Et en bas de page, il y a une ressource documentaire qui est alimentée et il y a des éléments sur la prime de pouvoir d'achat. Donc, vous avez une fiche repère qui avait été communiquée par mail, ainsi qu'un modèle de délibération. Donc, qui reprend les éléments juridiques, donc les différents visas, qui sont des personnes qui sont concernées, quelles sont les conditions, les montants maximum, les éléments de versement. Vous devez vous personnaliser au niveau des conditions de versement, décidant si vous faites un versement unique avant le 30 juin ou alors un versement fractionné. Et si fractionné, on va préciser les modalités, les échéances et les pourcentages. Et vous devez bien préciser, c'est le deuxième tableau, parce que là, vous pouvez mettre des montants dans la limite des montants maximum. Donc, vous pouvez ajuster en mettant des montants moindres, tout en ayant toujours cette dégressivité, et pas un montant unique. Et c'est là que vous pouvez mettre uniquement les tranches qui vous concernent. Par exemple, si vous n'avez pas toutes les tranches concernées, vous n'êtes pas obligé de toutes les reprendre, vous mettez celles qui vous concernent. Sur les deux questions qui sont arrivées ensuite, alors je vais demander à mon collègue de retourner sur le site du centre de gestion pour vous montrer le calendrier des réunions de CST. Donc, il est dans l'onglet Dialogue social CST. Milieu de page, il y a un calendrier qui est téléchargeable en PDF. Donc, gardez en tête que le versement doit intervenir avant le 30 juin 2024. Donc, en fonction de vos calendriers de réunion de vos assemblées délibérantes, vous pouvez présenter au plus tard vos dossiers au CST du 4 juin, ce qui veut dire qu'ils doivent être déposés avant le 26 avril 2024. Donc, ça vous laisse encore 2 réunions après celle du 13 février pour pouvoir présenter vos projets de délibération au comité social territorial. Une question également sur est-ce qu'on a réalisé des modèles de fichiers Excel pour aider à traiter les cas particuliers? Alors non, on n'a pas réalisé de modèle de fichiers Excel pour traiter les cas particuliers. Le calcul d'un temps de travail, d'une proratisation de temps de travail ou autre, éventuellement, c'est quelque chose qui peut être assez facilement modélisable. Après, il y a beaucoup de situations particulières qui nécessiteraient en fait d'adapter l'outil de calcul. Donc, ça ne semble pas forcément pertinent. Par contre, si vous rencontrez des difficultés pour traiter un cas particulier ou si vous avez un doute sur le calcul que vous avez fait ou les éléments que vous avez pris en compte, bien entendu, on est à votre disposition pour pouvoir vérifier ce calcul-là, voilà, sur la base des données que vous communiquez. Un agent qui mute au 1er janvier 2024, qui doit verser la prime. Alors, encore une fois, c'est l'employeur qui emploie l'agent au 30 juin 2023 qui, s'il a instauré la prime, doit la verser à l'agent. Donc, un agent qui mute au 1er janvier 2024, soit il a bénéficié de la prime au titre de la collectivité dans laquelle il était au 30 juin et il l'aperçoit, mais il ne l'apercevra pas au titre de sa nouvelle collectivité puisqu'il n'était pas rémunéré au 30 juin 2023 par cette même collectivité. Y a-t-il un formulaire pour saisir le CST? Alors, tu peux retourner. Il y a un formulaire de saisine qui est également disponible sur le CST. Donc, du coup, il y a un rapport de saisine à prendre, mais vous pouvez aussi envoyer les projets de délibération. Ce qui est important, surtout, c'est qu'il y ait bien votre projet de délibération, puisque ce qui va être regardé par les membres du CST, c'est les modalités d'instauration de la prime dans votre collectivité.
Gardez bien en tête que cette instauration, elle est facultative. Donc, rien n'oblige une collectivité à mettre en place cette prime de pouvoir d'achat. C'est vraiment une décision. Et par contre, si elle est mise en place, elle doit être mise en place dans le cadre restrictif prévu par les dispositions réglementaires. Le document papier doit-il être remis aux salariés? Alors, vous allez avoir un modèle d'arrêté d'attribution à disposition sur le site internet, puisqu'effectivement, il faut notifier à l'agent l'attribution de la prime. Donc, vous avez un modèle d'arrêté à disposition pour indiquer à l'agent le montant qui lui est versé et qui vous sera certainement demandé par votre trésorerie au moment du versement de la prime. Il n'y a plus de questions? Après, si vous avez des situations particulières, agents en disponibilité d'office, comme on a pu le voir tout à l'heure, agents qui ont perçu des indemnités journalières sur toute ou partie de la période, voilà, n'hésitez pas à revenir vers le service conseil statutaire pour qu'on puisse vous accompagner dans l'analyse de vos situations. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vous propose qu'on en reste là. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.